ouvre la session du mail pour Bichère, organisée par Groupies. Vous connaissez tous Groupies, je vais en passer. Aujourd'hui, on va parler du OpenFGA, qui est un sujet très chaud en ce moment et qui a vocation de gérer tout ce qui est Fingerprint Authorization. Comme on dit en anglais, without further ado, je laisse Youssef Kenoun, CTO Groupies, en parler un peu plus. Et en termes d'organisation, on le laisse faire sa présentation tranquillement. Et on finira par des questions-réponses à la fin. Donc la presse elle va se dérouler sur, je ne sais pas combien de prévu, Youssef, et on sera en total avec les questions-réponses sur une heure complète. Donc, Ok, je te laisse la main, Youssef. ok, merci Saïd, merci pour l'intro. Bon, hello tout le monde, ceux qui sont en train d'arriver et ceux qui sont déjà là. Donc, j'ai choisi ce sujet dans l'idée de montrer la voie pour tout le monde, hein. On a aujourd'hui trois streams, on a défini trois swarms, trois SN d'abeilles par coloration, par affinité technologique. Donc, on a un stream, un swarm AppDev, un swarm data, machine learning IA et un swarm DevOps et cloud. Et mon idée, c'est de vous montrer la voie pour faire du partage. C'est-à-dire l'idée aujourd'hui, c'est on a testé un concept, un framework, une technologie sur nos projets, en veille technologique, on peut présenter, ça nous permet aussi de travailler un petit peu la pédagogie pour présenter, parce que c'est très important pour un consultant de savoir expliquer les concepts, les outils qu'il utilise. Et, et assez naturellement, on est entre nous. C'est pas très compliqué. On n'est pas face à une audience très très grande et une conférence importante. Et on vient naturellement, on va expliquer des concepts, et on est entre nous en mode partage. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui sur cette technologie-là. Et l'idée, c'est que demain, pourquoi pas, chacun de vous peut venir proposer un sujet comme ça, sur son domaine de compétences. Donc, OpenFGA, c'est quoi? Donc, comme Saïd a commencé à expliquer, c'est une technologie qui va nous permettre d'implémenter une couche d'autorisation sur notre applicatif. Et je vais rentrer un petit peu plus de détails et on fera un deep dive pour vous montrer la technologie, jouer un petit peu avec et vous montrer un exemple concret que j'ai pu mettre en place pour valider un MVP sur mon projet actuel. Voilà. Donc, l'agenda, il va s'articuler suivant trois axes principaux. On va passer en revue les modèles d'autorisation, les trois modèles familles d'autorisation qui sont largement utilisés aujourd'hui dans l'industrie. Et bien sûr, on fera un deep dive sur le modèle qui nous intéresse et qui est implémenté par OpenFGA. Et on va mettre les mains dans le code pour voir un petit peu sous le capot euh, voilà comment c'est et comment on peut l'intégrer dans nos projets. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Il faut que ce soit fluide. Si vous avez des questions sur un slide en particulier, sur un concept en particulier, n'hésitez pas à poser la question. Bien sûr, à la fin, il y aura des questions-réponses et on pourra aller deep dive encore plus sur les sujets qui vous intéressent. Alors, donc quand on parle d'autorisation, qu'est-ce que c'est que l'autorisation et à quoi ça va nous servir? Alors, donc là, j'ai besoin de faire un petit rappel, euh, euh, un petit rappel qui est important. Euh, donc, c'est un slide assez simplifié sur lequel je représente en gros le framework OO2 et aussi la couche OpenID Connect. Version très simplifiée où j'évite de détailler les différents diagrammes de séquence, les particularités des grandes d'autorisation, etc., mais juste pour présenter deux aspects qui sont importants.
Donc, le framework O2, c'est le rouleau compresseur vraiment aujourd'hui dans l'industrie pour sécuriser des API. Pourquoi? Parce que déjà, c'est supporté par les plus gros, hein, les pure players du web, les GAFAM, etc. Et toutes les entreprises, ils l'ont adopté. Euh, c'est quelque chose qui va standardiser la façon de sécuriser les API, d'obtenir un jeton, un access token avec une durée limitée dans le temps, et ça va permettre de déléguer l'autorisation sur une ressource qui nous appartient à une tierce personne. Donc c'est ça l'idée de base. Bon, j'ai fait le slide vite fait, donc je vois qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, dans OO2, c'est un framework qui va nous exposer un certain nombre de concepts, comme une client application, un resource owner password, un serveur d'autorisation, donc à proprement parler, hein, c'est l'entité qui est responsable d'issuer, de générer un access token avec une durée limitée dans le temps. Et ce token, il va être protégé par des scopes. On a des ressources, on a une API, nous on est là, une ressource serveur, on va faire notre API avec Python, FastAPI, Flask, Spring Boot, ce que vous voulez. Et derrière, on va exposer des ressources REST. Et on a envie de protéger l'accès à ces ressources. Donc ce qu'on va faire, on va demander au serveur d'autorisation, donne-moi un access token. Moi, je suis identifié par un client ID, client secret dans ta base de données. Et je vais faire une requête post vers le serveur d'autorisation. Je vais lui dire, voici mon client ID, mon client secret, et je veux obtenir tel scope pour pouvoir accéder à l'API, en lecture, en écriture, etc. Donc, je fais un post authorize, par exemple. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, pour cette présentation, c'est plus l'aspect authentification des utilisateurs. Parce que dans OO2, OpenID Connect, on va faire le distinguo entre authentifier un utilisateur et authentifier une application. On peut être dans un mode B2B, un call entre deux applications et on s'en fiche complètement d'un utilisateur. Auquel cas, on va utiliser ce que j'ai écrit ici, une négociation de token ou un grand type qui va nous permettre de négocier un access token. Donc, c'est un workflow qui va nous permettre d'obtenir un access token suivant le contexte où on se trouve. Donc voilà, donc si on veut authentifier un utilisateur, ben on va utiliser, il y a des endpoints qui sont standardisés par O2, un slash authorize qu'on va appeler, et derrière, il va nous présenter une mire de login, le serveur d'autorisation, enfin, suivant le moyen d'authentification qui a été choisi, soit une mire de login, soit un one-time pass, etc., etc., soit un certificat. Il va pouvoir nous authentifier et derrière, il va nous générer un access token et un ID token. L'access token, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à l'API. Donc, quand on va appeler une ressource de notre serveur, on va présenter l'access token. Le serveur de ressources, ce qu'il va faire, c'est il va pas nous truster naturellement. Donc, ce qu'il va faire, il va demander au serveur d'autorisation, est-ce que ce token, tu le trust, est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il a les bons scopes pour entrer? Donc, le serveur d'autorisation va nous retourner un statut code de 100. OK, c'est bon, je vous connais, vous avez les bons scopes, ou bien 401. Le token n'est pas valide, ou bien le token il est valide, mais vous n'avez pas suffisamment de permissions pour entrer, auquel cas il nous retournera un 403. Ce qui va nous intéresser ici dans cette étape-là, c'est la partie ID token. Parce que sur le authorize, il va nous générer un ID token. Et l'ID token, c'est en fait un layer on top of OO2 qui va représenter l'identité d'utilisateur connecté. Et donc, on va avoir un JWT token, un JWT token, qui va contenir ce qu'on appelle des user claims. Par exemple, le username, le mail, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qui va permettre d'identifier l'utilisateur. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est maintenant, quand on a un utilisateur, on a un ID token et on veut autoriser l'utilisateur. On veut lui granter l'accès à une ressource euh, suivant certains critères. Donc, il se trouve que
de fil en aiguille dans l'industrie. Donc, il y a des gens qui ont implémenté des solutions maison, d'autres qui ont opté par on va enrichir des claims sur l'utilisateur et, euh, et donc pour rajouter les rôles, les permissions de l'utilisateur, etc. Et de fil en aiguille, on va se retrouver en fait avec une limitation au niveau de l'ID token, donc des ID tokens qui font exploser la requête. Parce que la requête, il a une limite en fait, la somme des lignes avec les headers, les champs, etc. Et du coup, on va avoir, suivant le serveur qui sert la ressource, des limitations. Par exemple, entre Nginx, Apache ou 2IS sur la partie .NET, etc., on va avoir des limitations sur les requêtes. Et au final, c'est pas une solution valide. Imaginez, vous avez une application très complexe où vous avez vraiment des niveaux de permission assez costauds. Si vous mettez tout ça, vous l'encodez au niveau de l'ID token, ça devient un peu, voilà. Et il n'y a aucun standard qui a réussi à émerger. Donc, je vous ai parlé d'Open Connect. Il y a eu une tentative il y a quelques années qui s'appelle UMA, comme User Management Access, et en fait, qui vient se greffer au-dessus de OpenID Connect et qui va rajouter une couche dédiée aux autorisations. Et ça n'a pas percé. Pourquoi? Parce que c'est hyper complexe, donc ça rajoute un ensemble d'endpoints, ça rajoute certaines contraintes. C'est utile dans le cas où, par exemple, moi, je veux prêter mon album photo sur mon dernier voyage à mon oncle ou à notre bise sur une durée de telle date à telle date. Ce genre de choses, on pourra l'implémenter avec Humo. Sauf que c'est hyper complexe, c'est un peu difficile, c'est pas straightforward à intégrer sur les applications, donc ça n'a pas beaucoup pris. Il y a des implémentations aujourd'hui qui sont disponibles sur les IDP du marché, mais ça reste assez problématique. Il y a également des tailles sur les tokens qui sont échangés, qui posent problème. Voilà un petit peu pour vous dire l'historique. Donc, on a la partie, on identifie la partie identification, et on a la partie autorisation. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire en fait aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Quel est le but recherché? C'est de pouvoir contrôler qui fait quoi sur quelles ressources et de pouvoir lui dire est-ce que tu as, le bon niveau d'autorisation pour rentrer ou non. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est une porte d'entrée, on va pouvoir checker est-ce que on a le droit de faire une action sur une ressource donnée du système. Donc en fait, voilà, donc toutes ces familles, donc il y a 3 familles de modèles d'autorisation. Donc le RBAC, le ABAC et le RIBAC. Et donc, on peut voir ça comme une approche, plutôt comme un framework, en fait, pour, euh, pour enforcer, en fait, des politiques d'accès et prendre une décision. Est-ce que j'autorise, ou est-ce que je deny, est-ce que j'autorise ou je refuse l'accès à une ressource donnée de mon système. C'est ça le but recherché, en fait. Voilà. Il y a un ensemble de mécanismes, de process, de règles de gestion pour déterminer qui a autorisé en fait à faire des actions sur des ressources avec certaines conditions. Donc les 3 familles vont nous permettre de répondre à ça et d'implémenter ça au niveau de notre système. Voilà, donc on commence par, j'ai envie de dire, le plus vieux modèle d'entre tous, le plus répandu, le plus connu aussi. Donc c'est le modèle RBAC, c'est Role-Based Access Control. Et en fait, dans ce modèle, ce qu'on va retrouver, on va retrouver des choses classiques que vous connaissez, hein. On va retrouver un utilisateur qui va venir s'authentifier, qui va venir se présenter pour accéder à une ressource. Et on va modéliser des rôles. Donc, on peut avoir quelque chose qui est simple, où on n'a pas besoin de décliner les rôles qui sont coarse-grained vers quelque chose qui est fine-grained, vers des permissions ou des rights, des droits. Donc, on peut dire, j'ai un rôle, je sais pas moi, un rôle viewer, ou plutôt un rôle, je sais pas, voilà, Toto. Et dans le rôle Toto, j'ai envie encore de descendre un petit peu plus et de dire sur le rôle Toto, j'ai une permission ceci, permission cela, etc. Permission de lire le stock, de lire
le catalogue de produits, ou bien j'ai un rôle éditeur où je vais pouvoir aller créer une entrée dans le catalogue de produits, mettre à jour le stock, etc. Ce genre de choses. Donc, je modélise des rôles et ces rôles-là, eux-mêmes, vont contenir des permissions ou des rights. Voilà. Donc, dans ce modèle, en fait, ce qu'on va faire, on va pouvoir, il va utiliser des rôles qui sont tagués sur des utilisateurs. Donc, un utilisateur, il a des rôles. Et on peut descendre d'un cran pour mettre du fine-grained permission, donc entitlement ou des permissions taguées sur des rôles. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Voilà. Dans ce modèle, en fait, donc on va être dans une approche que j'appellerais policy as code. On va coder, euh, ces politiques. Et on est plutôt dans un modèle statique où on va créer le rôle, ou mettre les permissions dans le rôle, etc. Voilà. Ça, c'est un modèle pour un système assez simple. On a identifié les rôles, on a très peu de permissions, où on reste carrément au niveau du rôle avec les rôles. On s'autosuffit pour exprimer, pour implémenter les contrôles d'accès, pour autoriser ou granter voilà, des users. On a un modèle hyper simple, ça peut répondre effectivement à notre use case. On va arriver avec quelque chose qui est beaucoup plus abouti, en fait, qu'on appelle de la BAC, et BAC, Attribute Based Access Control. Et en fait, là, on a quelque chose de beaucoup plus compliqué, enfin, beaucoup plus costaud, on va dire. On va avoir donc effectivement ici donc un sujet, un utilisateur, ce qu'on appelle un subject qui va se présenter, et on va analyser plutôt les attributs qui vont être portés par le sujet qui se présente, et on a des objets dans le système. Donc, par exemple, ben, sur l'utilisateur qui arrive, il a une affiliation, il a des autorisations, il a un nom, etc. Donc, ça, c'est des attributs du sujet qui arrive. Euh, et on va avoir des objets, par exemple, il est owner d'une ressource, il a une certaine classification, des types et tout ça. Donc, typiquement, ben, on peut avoir des employés, qui travaillent dans une entreprise. Et dans l'entreprise, on a différents départements. On a la partie banque, assurance, etc., que sais-je. Donc tout ça, c'est des objets qu'on va pouvoir modéliser. On va utiliser des attributs pour les modéliser. Et on a un environnement. Typiquement, ben, ça peut être par exemple la time zone, un utilisateur qui se connecte depuis Paris ou depuis New York ou depuis Rabat. Voilà, donc ça, c'est une condition qui va influencer sur aussi la décision qu'on va exécuter pour granter l'accès ou pas. Et donc, on a notre engine au milieu qui va enforcer ces policies-là et sortir avec une décision, j'autorise ou j'autorise pas. Donc, avec ce modèle-là, en fait, on est vraiment, on peut exprimer, on a beaucoup de richesses pour modéliser des systèmes d'access control très compliqués, et s'adapter vraiment à des use cases assez costauds. C'est basé, comme j'ai dit, sur des attributs qui sont portés voilà, par, par- par- par les subjects et les objets, et par des conditions au niveau des environnements. On est également, la difficulté de ce modèle, c'est qu'on est également sur du policy as code, ici. Donc, on va exprimer tout ça en codant. On est sur un modèle qui est beaucoup plus dynamique et qui est beaucoup plus costaud. On va arriver sur le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le modèle RBAC, Relationship Based Access Control. Et en fait, donc là, on va avoir un modèle en graphe. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans le graphe? On va retrouver des utilisateurs, des objets, des objets de notre système, et des relations entre les utilisateurs et les objets. Donc typiquement, ben, on va avoir des relations entre des utilisateurs et des ressources dans le système. Donc on va pouvoir modéliser un peu tout et n'importe quoi.
des utilisateurs entre utilisateurs et utilisateurs. Par exemple, un utilisateur, il est ami ou collègue ou etc. d'un autre utilisateur, manager et tout. Et, euh, et des utilisateurs et des rôles. Voilà. Donc, c'est un modèle qui est basé sur un graphe de relations. Et la partie entitlement ou permissions va être taguée au niveau de la relation. Et ça, on va le développer beaucoup plus tard. Donc, c'est un modèle qui est basé sur le graphe et on va faire des traversées de graphe pour sortir avec une décision et voir si les expectations en termes de permission sont réalisées ou pas. Donc, ce modèle-là, on va plutôt être sur une approche policy as data et pas policy as code. On va voir un petit peu, on va détailler un petit peu plus tout ça avec des histoires de TUPL et de data qui sont dynamiques. Et on va constituer une data qui représente notre modèle et qui traduit l'arbre de décision, le graphe qui définit nos règles d'access control. Donc, alors, en résumé, en fait, sur cette slide, on représente les trois modèles. On a la partie RBAC, très simple, la partie ABAC, très compliquée, mais qui va permettre d'implémenter beaucoup plus de choses. Et par contre, hyper compliqué, hyper lourde à mettre en place, et quelque chose au milieu qui est une sorte de modèle hybride. Pas exactement hybride, c'est pas un merge, mais c'est un modèle qui est orienté graphe, qui va nous permettre de faire la même complexité avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de choses simples et qui va apporter énormément de bénéfices par rapport à la complexité de la BAC. Et c'est assez simple comme un modèle Airbac avec beaucoup plus d'élégance, c'est ce qu'on va voir un petit peu par la suite. Voilà, voilà pour les trois familles de modèles d'autorisation. Alors, maintenant, on va commencer à jouer un petit peu avec OpenFGA. Donc, alors, OpenFGA, en fait, c'est donc ça implémente, c'est une technologie qui va implémenter le modèle RBAC, Relationship Based Access Control. Et donc, il faut voir ça comme une évolution du RBAC plus du ABAC. C'est quelque chose qui a été, comme toutes les bonnes choses, initié par Google pour faire plaisir à mon ami Mazloum. Euh, Donc, c'est un projet qui s'appelle Zanzibar, qui a été créé il y a quelques années avec Google et qui a inspiré d'autres projets. Et l'implémentation la plus aboutie aujourd'hui, vraiment en open source, c'est OpenFGA. OpenFGA, pour la petite histoire, c'est Auth0 qui est racheté par Okta et qui ont fait la première implémentation FGA. Et d'ailleurs, je vais utiliser pour simplifier la démo une instance sur Auth0 aujourd'hui pour faire la démo. Alors, avec Zanzibar, par exemple, c'est ce qui est utilisé en interne chez Google. Et c'est avec ça qu'ils vont gérer tout le modèle d'autorisation sur Google Drive, sur YouTube, sur les différents produits de Google Cloud, etc. Et ce qui est vraiment appréciable dans ce modèle, c'est qu'il est assez flexible, assez expressif en fait, euh, où on va pouvoir coller aux petits oignons chirurgicalement euh, au jargon qu'on va utiliser dans notre application. Donc, on va s'adapter parfaitement par rapport aux notions, par rapport aux concepts manipulés dans notre entreprise, sur notre projet, notre produit, etc. Et ça, c'est très appréciable et c'est très développeur friendly. Euh, alors, build to scale, oui, build to scale. Donc, j'ai repris quelques benches qui sont disponibles, qui sont documentés. Et j'ai pu aller un petit peu vérifier tout ça. Donc ça peut scaler vraiment à euh, des millions d'utilisateurs distribués et plusieurs billions de ressources. Pourquoi
Pourquoi on peut faire ça? Parce que c'est un modèle qui est graphe. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà manipulé un peu les bases de données graphes, euh, Neo4j, ce genre de choses. Donc moi, j'ai pu le mettre en place plusieurs fois sur des projets, des contextes projets différents. Et ça m'a toujours bluffé parce que, en fait, c'est hyper optimisé. Euh, la traversée du graphe, euh, peu importe la complexité du modèle que vous avez, bah, ça prend quelques millisecondes, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'implémentation des algos derrière, mais c'est très, très puissant. Les bases de données graphes, ils sont très, très puissantes, orientées, perf. Voilà. Donc, avec ça, vraiment, on a quelque chose qui est très, très robuste. Voilà. Développeur friendly, je l'ai dit, oui, parce que ça a été pensé pour les développeurs, par des développeurs. Donc, on a vraiment un DSL assez sympa, assez élégant pour exprimer nos règles d'autorisation. Et ça vient avec un ensemble d'outils pour les IDE, pour le debug, etc., qui sont assez sympas. Et ça fournit une API qu'on peut utiliser pour l'intégrer dans notre application. Alors, je vous ai mis ça, et ça, il faut le... En fait, voilà, on a ce schéma-là, et ce schéma, ça dit beaucoup de choses, en fait. Donc, ça dit beaucoup de choses. Donc, si je vous prends, il y a quelque chose aujourd'hui dans le monde cloud native, on a la CNCF, la Cloud Native Foundation, qui, entre autres, gère des projets comme Kubernetes, comme Istio, comme Terraform, enfin comme Envoy, etc., etc. Sur la partie monitoring, Prometheus et tout. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui est référencé au niveau de la CNCF. Ils ont un incubateur qui décide de si tel projet, enfin, il a assemblé le vote qui va bien et qui va devenir de facto en quelque sorte un standard, etc. Donc ça, il faut toujours suivre ce qui est fait au niveau de la CNCF. Et moi, je suis allé voir l'activité sur l'activité, enfin, comment on peut dire ça? Euh, oui, l'activité sur notre projet. Donc, OpenFGA, c'est un projet aujourd'hui qui est CNCF et qui est classé vraiment à la 6e position. Ça dépasse Flux sur la partie DevOps. Ça dépasse le protocole NATS. Ça dépasse même Envoy. Ça dépasse, où est-ce que j'ai vu? Argo. Istio, tout ça. Donc, il est vraiment top aujourd'hui. C'est un projet hyper vivant, très actif. 6e position sur la CNCF. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près. Et c'est une technologie qui est très prometteuse. Je sais plus parler. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça pour vous dire que c'est un projet très important, très intéressant à suivre. Et il y a beaucoup d'efforts et la communauté elle a vraiment adhéré à ce projet. Alors, show me the code, please. Donc, dans OpenFGS, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, on va pouvoir définir un modèle avec un langage. Donc, il y a un langage qui va nous permettre de décrire euh, notre modèle d'autorisation, notre data aussi. Et, et c'est très expressif, en fait. C'est ça la puissance de OpenFGA. Donc, on va pouvoir, en fait, définir ici des types comme des classes. On a un type user, un type organization, et on va pouvoir exprimer des relations, comme j'ai expliqué, entre utilisateur et relation, utilisateur, et, euh, et créer différents types en fait d'objets qui vont modéliser notre système et tout ce qu'on a envie d'exprimer en fait comme modèle d'autorisation à gérer pour un utilisateur donné. Donc là, ce qu'on est en train de définir, c'est qu'on a un utilisateur, on a une organisation, et on va définir en fait ici des relations pour dire avec les utilisateurs, ils peuvent être administrateurs ou membres d'une organisation. Euh,
les administrateurs peuvent éditer. Donc, on peut définir ici une relation can-edit, can-view, qui va s'appliquer sur des admins ou sur des membres. Les membres et les admins euh, peuvent lire des ressources et enfin une organisation, pardon, et un administrateur peut éditer l'organisation. Voilà. Et on va pouvoir définir des tuples. Donc là, c'est un exemple qui est assez simple. On va définir des tuples. Donc c'est la partie data. Dans les tuples, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, dans cet exemple-là, on peut dire que Marie, donc là, vous voyez, j'ai pris l'exemple user, donc j'ai un user de point Marie, et là, une relation de type member avec l'organisation ACMI. Voilà. De la même façon, je définis Anne qui est admin de l'organisation ACMI. Euh, Tiens, pour changer de Python et de Java, j'ai choisi Go, que j'aime bien. Donc, OpenFGA, il fournit un ensemble de SDK qui va nous permettre en fait de manipuler l'API derrière de OpenFGA. Et on va pouvoir, donc c'est des clients pour l'API, et on va pouvoir créer notre connexion et un HTTP client, et derrière, on va pouvoir écrire des tuples et interagir avec l'API pour aller vérifier. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va définir un body avec ce qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire deux tuples, comme quoi Anne elle est admin de l'organisation ACMI et Marie elle est member de l'organisation ACMI. Et ce qu'on va faire, on va utiliser notre client pour aller écrire ce tuple au niveau de OpenFGA. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire une requête pour vérifier si Marie peut éditer l'organisation Acme. Donc, on a un client, on va faire un check. Je vous rassure, il y a un SDK qui est dispo dans tous les langages, dans Python, dans Java, dans TypeScript, etc. Donc, donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser vraiment dans n'importe quel langage. Euh, Ça, c'est un modèle un peu plus complexe, en fait. Donc, c'est le modèle de Google Drive. Donc, on reprend un user organisation, mais on va aller un cran plus loin. On va définir des folders, parce que dans Google Drive, quand on se connecte, bah, on a des folders. Et sur les folders, on va définir d'autres folders. Et on va pouvoir stocker des documents sur des folders. Donc là, c'est le modèle qui va nous permettre de gérer tout ça. À savoir, bah, un folder, il appartient à une organisation. Lui-même, il peut avoir un parent, folder. Il peut avoir des utilisateurs qui own le dossier, le folder. D'autres qui vont être éditeurs. Euh, voilà. Et on va pouvoir aller exprimer des relations, genre, c'est un admin de organisation, des viewers, etc. Ainsi de suite. Voilà. Et un document, bah, il a un folder qui est un parent qui a un folder. Il a un owner, un éditeur et un viewer. Donc, c'est un modèle qui est très expressif. On va pouvoir définir en petits oignons vraiment le DSL, le vocabulaire qu'on utilise sur notre applicatif. Et pour ça, c'est vraiment très appréciable. Euh, je remarque qu'il n'y a pas de questions. Donc, je continue. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, donc, j'ai dit que on a. Saïd, tu peux gérer s'il y a des questions, etc. et m'interrompre si je dois répondre. Ok, donc ce que je disais en termes de tooling, ben, on a en fait on a les linters, on a les éditeurs qui vont bien, en fait, les plugins au niveau de Studio Code, d'IntelliJ, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'au niveau d'IntelliJ également, il y a des plugins. Et c'est disponible en JavaScript, en Python, en Go. On a des frameworks qui proposent des librairies qui implémentent enfin, une intégration assez intelligente avec OpenFJA. On peut installer le produit avec Helm Chart. On a des outils et des frameworks pour faire du testing sur notre modèle d'autorisation. Voilà, donc c'est vraiment assez bien foutu. Et une communauté très très active et voilà.
La démo. Voilà, maintenant on va passer sur la démo. Et, euh, et donc avant de faire la démo, je vais vous présenter le contexte de la démo. Donc, euh, donc sur quoi j'ai pu mettre en place OpenFJA, pardon. Euh, je vous donne un petit peu de contexte. C'est mon client actuel. On a mis en place, j'interviens au niveau d'une équipe centrale qui gère un service d'API management. Et on fournit un ensemble d'outillages. Donc, il y a un modèle de gouvernance où on est une équipe centrale et des équipes un petit peu localisées par entité. Le client, c'est un mastodonte. Et, euh, et donc, ce qu'on a mis en place, on a mis en place une registry, une API registry, en fait, un référentiel d'API. On va stocker des API avec leurs particularités, leur pattern de connectivité, enfin, comment ils sont sécurisés, etc., leur contrat d'API et tout ça. Et en fait, cette registry, il joue le rôle d'une golden source, donc une unique source de vérité, et elle expose elle-même une API qui est consommée en frontal par des developer engagement tools comme la marketplace ou un développeur portail ou, euh, ou des outils de CI/CD ou des third-party tools. Donc, en fait, on était face à la problématique de cet API-là, il va être consommé depuis divers systèmes. D'autant plus que quand on parle de développeur portail ou de marketplace, par exemple, la marketplace, c'est quelque chose qui va gérer toute la partie digitale d'une entreprise, y compris la partie API management, mais également les outils cloud, la data, etc. Donc, on a des utilisateurs qui sont internes et on va avoir des utilisateurs qui sont externes, des partenaires ou que sais-je, qui vont pouvoir s'authentifier sur le développeur d'application qui lui-même va se plugger sur cette API enregistrée. Donc, ça veut dire que j'ai des audiences qui sont différentes, des utilisateurs qui sont externes, des utilisateurs qui sont internes, des partenaires, etc., etc. Ou bien des ops qui vont aller faire des opérations ops sur les API, sur des systèmes, etc. Donc, j'ai besoin d'identifier, de savoir qui est connecté et de dire telle personne a le droit de faire telle action. Voilà, donc ça, c'est un use case où on a pu, en MVP, donc c'est toujours work in progress, mais on a pu valider un MVP pour dire FGA, ça fait sens et on va pouvoir l'utiliser sur ce projet. Euh, voilà pour le contexte. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment on a mis en place le modèle FGA et commencer à jouer avec pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok. C'est clair? Question? Pas question. Il y a une question, Youssef, mais je préfère qu'on regarde ça après la démo. Parce que ça a nécessité de retourner sur les slides que tu avais présentés. Donc, Ok, on traitera les questions après la démo, si c'est possible. ça marche. Pas de souci. Ok, donc là, ce que je vais vous présenter, c'est euh, s'il n'y a pas d'effet démo, hein, on n'est pas à l'abri d'un effet démo. C'est donc oui, un peu de ouais. Donc, vous pouvez faire OpenFJA, vous arrivez sur le projet. Euh, donc vous arrivez sur le projet, vous avez la doc, une doc plutôt bien chiadée, très très bien fait. Hein. Bravo, bravo les gars, bravo la communauté qui ont travaillé sur ça. Et vraiment, vous avez tout ce qu'il faut, hein. La description du modèle, et modèle d'autorisation, les explications sur comment installer en prod, comment jouer avec en local, etc. Donc, par exemple, ici, vous allez voir comment utiliser le SDK avec le langage de votre choix, etc. Et pour l'installation du produit lui-même,
bah voilà, vous avez, comme j'ai dit, vous pouvez l'utiliser depuis Docker avec une image qui va bien. Vous pouvez l'installer sur Cube. Vous avez un Helm chart qui est déjà tout prêt, etc. Donc là, la documentation, elle est là. Moi, pour aller plus vite et pour profiter de la partie gouvernance aussi proposée par Okta, ben, j'ai créé une instance directement dans Okta, une instance de testing, et j'ai pu valider mon modèle dessus. Et c'est le même modèle qu'on fait tourner aujourd'hui, nous, sur Kubernetes, chez mon client actuel, avec une installation vraiment prod ready. Donc là, je suis chez Auth0 by Okta, et donc j'ai créé une instance, une organisation Groupies, et sur cette organisation-là, ben, j'ai pu définir un store. Donc en fait, dans OpenFZI, il y a une notion de store. Euh, en fait, il faut voir ça comme un tenant, c'est-à-dire si on a plusieurs applications et on veut gérer des autorisations différentes pour différents workloads, on va pouvoir créer des stores différents et mettre dedans les autorisations qui vont bien par rapport au workload qu'on va développer. Tout ce que je vous montre là, c'est valable également pour OpenFGI. Donc, si je prends mon modèle, donc dans mon modèle Bichère démo, ce que j'ai fait, j'ai exprimé exactement le jargon, le modèle dont j'ai besoin pour mon application qui s'appelle API RGC. Donc là, j'ai besoin d'un utilisateur. Donc un utilisateur, donc on a des utilisateurs qui vont s'authentifier, qui vont accéder à la registrie via d'autres outils, comme la marketplace, comme le développeur portail, etc. Donc je vais pouvoir créer des API et définir des relations au niveau des API. Donc par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme action sur l'API? Je vais pouvoir assign permission, pouvoir créer des permissions, je vais pouvoir souscrire à une API. J'ai un développeur portail ou une marketplace, je découvre l'API, je crée une application, je souscris à cette API, j'obtiens des credentials, un client ID, client secret, pour pouvoir aller demander un access token et faire des appels vers l'API. Je vais pouvoir tout simplement view l'API. Je suis owner de l'API, je suis un subscriber de l'API, ou je suis juste un viewer de l'API. Voilà. Et là, ben, on va utiliser toute la puissance de OpenFJA. La particularité aussi, c'est qu'on voulait gérer des groupes, tout simplement pour dire on a des groupes, on a des utilisateurs dans des groupes. Si un utilisateur part, ben, on va tout simplement l'enlever du groupe. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir implémenter vraiment du least privilege principle, le modèle je sais pas comment traduire, de least privilege, les droits les plus faibles. Ça, c'est un principe, c'est un principe de sécurité, toujours de donner le minimum de droits. Il faut pas ouvrir trop de droits, parce que derrière, on peut créer des brèches, on peut avoir vraiment des failles de sécurité assez importantes. Donc voilà, donc mon modèle, il se présente de la façon suivante. Donc j'ai des utilisateurs, j'ai des API et j'ai des groupes, des utilisateurs qui appartiennent à des groupes. Et les groupes ou les utilisateurs, les groupes, soit les groupes qui vont définir une relation member, un utilisateur qui est member d'un groupe et qui va pouvoir faire des actions sur les API. Donc mon modèle finalement, c'est ça. Et vraiment, vous pouvez faire n'importe quel modèle aujourd'hui par rapport à votre métier. Voilà, voilà. Donc là, c'est mon modèle. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur mon modèle? Je vais pouvoir définir des datas, donc créer des TUP. Donc là, je me suis lâché, hein. Il n'y avait pas Ayman et Saïd à côté de moi, donc je me suis lâché. Donc j'ai modélisé nos swarms, finalement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un TUP, Ayman, qui est membre du groupe Cloud DevOps. C'est-à-dire que j'ai créé auparavant un groupe. Alors, je ne sais pas si j'ai une vue, c'est pas la vue qui m'intéresse. Plutôt, je reviens ici. J'ai une vue plus synthétique. Bon, c'est pas grave. Donc là, en fait, voilà. Donc je dis, mon les tuples, donc on va en créer un.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, par exemple, je vais agir sur l'objet API et je vais dire, tiens, je vais créer un utilisateur qui est Mazloum. Tiens. Et on va dire, bah, Mazloum, il va faire une API BIM. Tiens. Et donc lui, bah, bien sûr que c'est le owner de l'API BIM, Mazloum. Je rajoute le tuple. Voilà. Tout ce que je fais là, je vais pouvoir le faire via une API, vous en doutez bien. Donc là, une API REST. Bon, je vais pas. C'est des gens qui viennent du monde de l'identity management et surtout la partie autorisation. Donc, je vais pas être un puriste et les critiquer sur les API qu'ils font. Mais on a une API, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est une API qu'on va pouvoir utiliser. Donc, une API pour jouer avec les stores. À la limite, là, on est sur des choses RESTful. Après, on a des API pour créer des modèles d'autorisation ou, voilà, ou les supprimer, etc., faire du CRUD dessus. Puis on en va arriver sur la partie data et la partie query. On va dévier un petit peu de la partie, des parties REST. On va voir par exemple des reads, des writes, des checks, etc., mais peu importe. Il n'y a pas le product lead de OpenFG avec nous, je pense. Donc, je peux critiquer un petit peu. Anyway, l'API est vraiment bien, elle est performante, etc. Donc, ça va nous permettre en fait de créer un store, enfin, de faire du CRUD, créer des stores, supprimer des stores et tout ça. Définir un modèle, créer un modèle et pouvoir créer des tuples sur le modèle et faire des requêtes sur le modèle pour vérifier si tel utilisateur a les permissions qui vont bien pour pouvoir rentrer dans le système. Je reviens à ma démo. Donc là, on a ajouté Maz. Donc là, j'ai Mazloom, voilà, qui est là. Je vais pouvoir, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir dire, bah, tout de suite, enfin voilà. Donc là, j'ai créé Ayman, j'ai créé Martin comme un speaker, enfin qui gère l'API speaker et qui est member de l'API, enfin qui est member du groupe AppDev. Et donc, je vais pouvoir aussi définir que les gens de AppDev ils vont pouvoir être viewers sur toutes les API. Ouais. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, euh, oui, quelque chose d'important, par exemple, je peux faire des assertions. Les assertions, c'est ce qui va permettre de tester ma data et valider mon modèle. Donc là, par exemple, sur cette assertion-là, ben, j'ai vérifié que Ayman, il est member du groupe Cloud DevOps. Et donc, j'ai pu exécuter ça et vérifier que c'est true. Et si je rajoute une assertion, par exemple, je prends le user, tiens, Ayman, et je prends l'objet API, et je vais dire, c'est quoi celle qu'on a créée dernièrement, là, ou plutôt, on va prendre le groupe, Je crois. prendre le groupe AppDev, et je vais lui dire, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est member, alors, je sais plus ce que je l'ai mis member. Donc là, je peux dire, est-ce qu'il est true et le false. Bon, ça va mettre un peu de temps à en sortir l'assertion. Je ne sais pas si j'ai quelque chose il fallait bien un effet démo. Hein. Donc, si je le force à revenir. Donc, qu'est-ce que j'ai exécuté? Donc, il se trouve que je l'ai mis aussi member de AppDev. Donc, dans ce cas-là, l'assertion, elle est true. Donc, ça, c'est un framework d'assertion, c'est ce qui permet d'exécuter des tests unitaires. Ce que je vais vous montrer, c'est l'API. Donc, ce que j'ai fait là, c'est j'ai défini quelques endpoints, en fait, pour pouvoir
aller vérifier certaines assertions. Donc là, par exemple, tout à l'heure, j'ai déclaré Saïd qui est owner d'une API qui s'appelle Cleaver. Donc en fait, il y a un post sur OpenFGA qu'on va exécuter qui va nous donner un access token. Voilà. Access token qui a cette durée de voilà, ce TTL. Et avec cet access token, je vais pouvoir appeler toutes les API. Par exemple, ici, pour créer un tuple, j'exécute une requête post, je vais positionner mon bearer token que j'ai obtenu en appelant le slash token. Et je vais pouvoir passer un request body avec un tuple. On va dire, je crée un tuple Saïd, l'utilisateur Saïd, qui est owner de l'API que j'ai appelé Cleaver API. Je peux rajouter Mazloum, qui est owner de l'API BigQuery. OK, donc, je send. Donc là, je vais pouvoir aller par, par exemple, checker ici. Donc déjà, donc ça, c'est pour récupérer les stores, récupérer les modèles que j'ai définis dans le store. Donc voilà, donc là, en fonction de l'instance que j'ai créée, hein, là, parce que j'ai utilisé une instance de OpenFGA qui est hébergée par Okta. Donc ça me donne des URL comme ça en fonction de la région sur laquelle j'ai installé. Donc là, c'est sur la région Europe. Et je vais pouvoir spécifier l'ID du store. Quand j'ai créé mon instance, ça me donne ici dans la partie configuration, ça me donne en fait, donc là je donne le nom du store, ça me donne un store ID, un modèle ID. Okay, et là je gère la jurisprudence, je décide de stocker la donnée sur l'Europe. Le store sur l'Europe, sur la région Europe. Donc si je reviens ici, voilà, donc je vais donner le store, l'ID de mon store, et je vais aller request les modèles pour voir quel modèle j'ai défini. Donc là, ça me donne effectivement le data model que j'ai défini pour le store que j'ai créé, Bisher. Donc là, je vois que j'ai un type API, je vois les relations qui sont décrites, can assign permission, can subscribe, etc., etc. Donc là, si je viens ici, je vais dire, je fais une requête post sur l'endpoint check. Je positionne mon bureau token et qu'est-ce que je vais pousser voilà, je vais vérifier si Ayman est membre du groupe Cloud DevOps. Donc je send ma requête. Voilà. Là, je vois que j'ai trop. Si je fais est-ce que j'ai Mazloum euh, membre du groupe Cloud DevOps, ça me retourne false, tout simplement. Voilà. Je vais pouvoir ici vérifier qu'est-ce que j'ai fait. Jouer aussi avec Aurélien. Voilà. Pour vérifier qu'Aurélien est membre de Globe, ça c'est après la même chose que ce que j'ai fait. Il y a des choses plus sympas, par exemple, on va pouvoir vérifier des permissions sur des groupes. Et là, ce que je fais, je vais je vais prendre user, en fait, c'est l'objet qui m'intéresse. Donc là, je vais voir si les membres de, du groupe Cloud DevOps peuvent voir l'API Awesome API qui est sur le groupe AppDev, mais pas DevOps. Donc, en qu'un view, oui, ça passera. Voilà. Si on fait un je crois que c'est can edit, il me semble. Si je me trompe pas dans le nom de la relation. Je me trompe dans le nom de la relation. Euh, tic. De l'Explorer, qu'est-ce qu'il dit? Can view, can subscribe. Euh, on peut faire owner, tout simplement.
Donc, est-ce que, voilà, tout simplement, est-ce que les membres du groupe Cloud App Dev sont owners de l'API, est-ce qu'ils sont tous owners de l'API Awesome API? Ben, la réponse est fausse. Donc, vous voyez, ça me permet vraiment, c'est assez flexible, c'est assez expressif, c'est ça la puissance en fait du DSL, et on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, coller au plus près de notre vocabulaire, notre jargon, et voilà. Donc là, ça me parle moi en fait. Je suis dans le métier de l'API management sur ce projet-là, et je sais que voilà, sur le développeur portail, je vais pouvoir subscribe à une API, je vais pouvoir éditer des API, je vais pouvoir euh, assigner des permissions sur les API, etc., etc. Je vais pouvoir gérer des groupes. Donc ça, c'est mon, mon domaine, en fait, mon business domaine. Et les autorisations, ils collent parfaitement à mon business domaine. Donc c'est fluent, c'est straightforward, c'est concis, en fait, comme langage, c'est assez expressif. Et on va pouvoir, en fait, modéliser vraiment aux petits oignons tout ce qu'on a envie de faire. L'autre intérêt, c'est que ça, on sort en fait de chacun développe dans son coin des solutions maison d'autorisation. Et là, on a une solution qui est centralisée. Donc, en termes de gouvernance, on sait qui a accédé à quoi. On peut définir des stores, on peut dispatcher un petit peu, euh, enfin, on peut mettre en place des segregation of duties sur qui fait quoi, sur quelle instance, etc. Et gérer tout, administrer tout en centrale, dans un seul endroit. Et on obtient quelque chose qui est vraiment très puissant. Ok. Voilà, voilà. Merci. Youssef, il y a quelques questions et je crois que c'est on reste ici sur ce slide-là, pas le slide, plutôt la démo. Je crois la question de Mourad. Ouais, Euh, vas-y, Mourad, c'est quoi Mourad, la question? donc, pour l'instant, il a posé la question, la dernière, comment via le DSL on lit l'application à un annuaire d'entreprise? C'est ça sa question, sa deuxième C'est pas le question. but, en fait. C'est pas le but. Via le DSL, l'idée, c'est vraiment de dire, euh, en fait, voilà, si je donne l'exemple par rapport à ça, imagine, Si, si je, toi, si je peux me permettre, Youssef, je vais peut-être développer la question, peut-être qu'elle n'est pas claire. En ouais, fait, l'idée, dans le DSL, tu peux déclarer des groupes, tu peux déclarer des utilisateurs, en fait, tu peux coller à ton domaine. ouais, Et effectivement, des fois, enfin pas des fois, mais généralement, dans des entreprises, tu peux avoir des groupes déjà définis dans un annuaire d'entreprise. C'est-à-dire que tu vas pas t'amuser à créer, reprendre, je sais pas, 500 groupes d'un annuaire d'entreprise euh, à la mano, enfin en tout cas, ça me semble un peu fastidieux de les reprendre dans le DSL pour qu'ils puissent appliquer effectivement ton existant. Donc du coup, Enfin, ouais, voilà. alors, Donc du coup, comment on fait quand on a des ouais, groupes déjà déclarés et que la source de vérité c'est l'annuaire d'entreprise? ok, Alors, ok, si ok, si je peux alors, compléter, ou si c'est, en fait, on parle ici de la fédération d'utilisateurs. Genre, si tu as des AD qui sont déjà définis au niveau de ton groupe, est-ce que tu peux fédérer ces utilisateurs sur OpenFGA? voilà, ok. Donc, en fait, vraiment, segregation of duties, segregation of duties, segregation of duties, ok? Là, il faut voir le concern. C'est quoi notre concern? Euh, Comme j'ai expliqué, en fait, donc on a des IDP, on a des Identity Providers. Et au niveau de l'Identity Provider, on va pouvoir faire de la fédération de l'entité et la fédération des utilisateurs. Donc au niveau d'un Identity Provider, on va pouvoir plugger effectivement la fédération d'identité sur un annuaire, et on va pouvoir implémenter du SSO avec du SAML, avec de l'OpenID Connect, etc. Donc typiquement, bah, quand on voit ça, bah là, c'est des utilisateurs qui vont s'authentifier par SSO sur la marketplace ou sur le développeur portail, etc. Et qui vont arriver avec le fameux ID token, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait? Nous, soit on va, en fait, on n'est pas intéressé par tout l'annuaire. On n'est pas intéressé pour dupliquer exactement, et on ne va pas pouvoir exprimer les mêmes contraintes et quand on parle d'un modèle d'autorisation, je ne sais pas si Mourad ou je ne sais pas qui est intervenu après Mourad, si vous étiez amené
à dire, à gérer des autorisations et à descendre au niveau permission et implémenter des modèles d'autorisation euh, plus ou moins costauds sur une application pour gérer ne serait-ce que, je prends le cas classique, hein, prenons du dev classique full stack, on a des applications avec des use cases différents, des menus différents, des machins, etc., des administrateurs qui vont pouvoir faire des actions, etc., blablabla. En fait, toujours quand on arrive à la partie, je veux gérer des permissions, des autorisations, etc., je me pose la question comment je fais. Comment je fais et où je dois faire ça. Donc, on se retrouve avec des gens qui vont coder ça applicativement. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer, ils vont définir toute une liste de rôles ou ce genre de choses et pouvoir coder tout ça applicativement. Ou qui vont accoucher d'une solution de gestion d'autorisation. Donc, on va réinventer la roue et qui vont arriver avec des choses plus ou moins abouties, mais au final, voilà, c'est que leur application, et quand il y a l'équipe d'à côté qui va faire son modèle d'autorisation, ils vont repartir de la même façon. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les autorisations, c'est pour ça qu'on va définir un store, et on va parler du DSL de l'application. On va gérer les autorisations au niveau des autorisations. Donc on suppose qu'on a un utilisateur qui va rentrer, on va exprimer par rapport à cet utilisateur ou des groupes d'utilisateurs d'un point de vue purement autorisation. Donc, c'est pas grave si on dit, enfin, c'est pas, on va pas dupliquer, mais on va modéliser des groupes avec des utilisateurs, avec des permissions. Enfin, là, c'est dans le cas de ce que j'ai décrit. Hein. Dans d'autres cas, ça peut être Tartampion, ça peut être tout ce que vous voulez. Quoi. Donc, ça va coller par rapport à vos besoins de modéliser des autorisations. Donc, l'annuaire, c'est une chose, ça va servir effectivement pour les utilisateurs, la source de vérité de l'utilisateur. Ça intervient au niveau de l'identity management pour définir un utilisateur, mais quand j'arrive au niveau de FGA, OpenFGA, ben, j'arrive avec un utilisateur qui s'appelle Mourad, et par rapport à Mourad, son mail ou que sais-je, Mourad, il appartient à tel groupe, il a telle permission, etc. Et j'exprime avec la puissance de OpenFGA ça. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des intégrations qui sont faites dans les IDP, donc je pense à Keycloak, à Okta, etc., où eux-mêmes, ils ont leveragé OpenFGA pour la connecter directement au niveau de l'IDP. Donc ça aussi, c'est une possibilité qui existe et ça peut tirer profit encore plus de ce qui est disponible built-in au niveau de l'IDP. Donc s'il y a une fédération avec un annuaire qui est disponible, ils peuvent faire du mapping et créer dynamiquement des groupes et des rôles sur OpenFGA, mais ça sera opéré au niveau de l'IDP. Mais on restera sur un scope annuaire. On n'ira pas, ça sera pas aussi riche que ce qu'on voudrait faire applicativement. C'est ça mon propos. Et si on doit tous intervenir au niveau de l'IDP, c'est un petit peu le bazar. Donc là, nous, on a envie de gérer d'une façon ciblée, chirurgicale, des autorisations, un modèle d'autorisation qu'on utiliserait au niveau de notre application. Mais effectivement, ça se fait. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez du Keycloak, sur Keycloak, il y a déjà l'intégration OpenFGA qui existe et qui va traduire automatiquement des rôles, etc. sur OpenFGA. Donc, tout est possible. Ça répond à la question? Tout à fait, merci Youssef. En fait, ça va. Le mot-clé, je pense que c'était applicatif versus IDP et fournisseur d'identité. Ouais, Effectivement, c'était confus pour moi, mais tu l'as très bien exprimé. Là, on s'intéresse à la partie applicative et comment gérer les autorisations au niveau de notre application. Et tout à fait. effectivement, et bien qu'il peut y avoir des liaisons entre les deux. Tu as parlé d'Octa et je pense que c'est pas un hasard puisque Octa, d'après ce que j'ai compris, vient d'acquérir Auth0. Et donc Exact. oui, effectivement, les ponts peuvent se faire facilement entre l'IDP et l'applicatif. Exactement. Merci Mourad. Je crois aussi que ça a une liaison avec la première question que tu avais posée. Sinon, c'est un sujet différent. On pose la première question. Oui, je pense que, enfin, j'ai compris après la suite de la démo, D'accord. en fait, le DSL et après j'ai compris, surtout sur l'interface, quels étaient les mots-clés, et qu'est-ce qui était déclaratif, etc. Super, Super. merci Saïd. Youssef, moi j'ai une question pour toi. C'est les questions qui fâchent. Moi, j'apprécie bien le projet OpenFGA. Après, dans un domaine API du domaine
De là, on vient tous les deux. La performance, c'est quelque chose de très important sur les API. Est-ce que tu ne crois pas que l'utilisation de OpenFGA, comme ça demande des calls, subsequent calls, juste après le premier call, est-ce que ça pénaliserait pas euh, le retour de notre API de base? Oui, c'est une très très bonne question. Merci Saïd, merci de l'avoir posée. Donc en fait, comme j'ai expliqué, en fait, on n'a pas, enfin, on est en train d'évoluer. Hein. Tu vois, c'est l'évolution logique et on devait arriver là. Euh, j'ai parlé de l'ID token parce que il y avait des tentatives de rajouter des claims et de modéliser des autorisations au niveau des claims, etc., d'utiliser peut-être UMA et on explosait vraiment. Donc on a des self-signed JOT tokens autoporteurs, des tokens autoporteurs qui contiennent tout ce qu'il faut et on n'a plus besoin de faire des allers-retours. Mais le problème, c'est que voilà, on peut pas, ça peut faire sens dans certains cas, mais du moment qu'on veut plus de flexibilité, plus de puissance, de robustesse, on est très vite limité. Après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on arrive avec un access token, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un user info, un introspect. Et on va pouvoir récupérer des claims, et avec ces claims-là, je vais interroger quelque chose, soit une base de données, soit quelque chose pour récupérer les permissions de l'utilisateur et vérifier s'il peut rentrer ou pas. Tu vois? Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Donc, ça veut dire qu'il y a des calls ou il y a du extra call qui va être fait. Là, ce qu'il est fait avec OpenFGA, c'est un modèle graph, donc c'est très optimisé, c'est très performant. On parle de millisecondes. Et deux yeux, la solution elle est assez clever en fait. Donc ils gèrent un cache, il n'y a plus besoin, ils vont gérer un cache qui est distribué et quand tu présentes les bons mots-clés, c'est indexé au niveau du cache, il y a une requête qui est très performante. Ils vont pas charger à chaque fois le store, le modèle, etc. Donc là, sur la partie Ops, pour installer et de la bonne manière en fait la techno, enfin plutôt l'image, voilà. Et aussi sur la façon de requêter, il y a des recommandations à adopter. Mais quoi qu'il en soit, même si on implémente comme des ports, derrière on a un modèle qui est graph. On a mais je recommande pas ça, bien sûr. Il faut toujours, par exemple, présenter l'ID du modèle. Ça va booster les performances des requêtes. Il y a des recommandations par ailleurs pour effectivement tirer profit et avoir des calls qui sont le moins impactants possible sur la partie applicative. Ouais. Je crois que c'est ça faire porter toute cette préoccupation d'être performant et se rapporter par l'OpenFGA que c'est mieux qu'elle se rapporte par OpenFGA qu'il soit porté par le backend. Parce que j'avoue que même dans des cas où on fait du airbag classique, on a quand même des calls vers des bases de données et tout ça pour récupérer la liste des rôles, des permissions. Et ça dépend dans un contexte où tu as une base qui est assez gonflée, bah ça répond pas ou ça crache et tout ça. Donc, segregation of duties, le mieux c'est qu'il soit porté par un microservice à part, quitte qu'on a un call de plus, mais on est sûr que le framework il est assez optimisé pour répondre assez rapidement. Merci. Ok, Hicham, merci. Oui, merci Youssef. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'avais une petite question, c'est sur les relations. Donc, je sais que pour les databases graph, comment dire, les relations entre les différents nœuds, c'est soit unidirectionnel ou bidirectionnel. Est-ce que dans la syntaxe, la déclarative, on doit déclarer explicitement les deux sens si on a une bidirectionnelle ou bien ça gère automatiquement l'autre sens? On peut remonter dans l'autre sens à... on peut remonter dans l'autre sens. D'accord. Il me semble que je l'ai déjà testé, mais on peut remonter dans l'autre sens. Ouais. D'accord, ok. C'est-à-dire Le DSL est très très puissant. user qui appartient à un groupe ou groupe qui contient le user. Ça, c'est automatiquement
ou il faut Oui, le déclarer? oui, oui. D'accord, ok. Il y a une façon, C'est il y a une bien. façon de le déclarer en fait. D'accord, ça marche, ça marche. Ouais, sinon, il y avait aussi, j'avais vu qu'il y avait un playground. Je sais pas si Oui. tu avais. C'était quoi? Pourquoi tu avais choisi plutôt de tester c'est plus pour se rapprocher aux conditions réelles ou Oui, il y a le ouais, playground, effectivement, qu'on peut installer avec une image Docker très très rapidement. C'est juste que j'ai un problème avec Docker sur mon laptop actuellement et vu que le d'accord, ça timing il marche. était serré, je me suis dit, bon, je vais prendre un truc managé, Ouais, c'est cool, je vais j'ai pas vu prendre de le risques. tester là, Mais c'est oui, pas oui, mal. le playground, Ok, c'est ce que j'ai utilisé initialement sur le POC, sur le MVP. Après, on l'a poussé on l'a installé sur Cube. ok, ça marche. Oh, Mm. merci, c'est clair. Donc, Je sais pas s'il y a d'autres. On n'a pas d'autres questions dans le chat. On a Ouais, un peu dépassé. Donc, j'aurais une dernière question. Ouais, elle est rapide, ouais, Youssef, vas-y, hein. Ayman. Ouais. C'est juste en fait, à un certain moment, tu as défini les relations entre les nœuds du graphe. Et je voulais savoir en fait à quel niveau tu implémentes ces relations. C'est-à-dire, par exemple, tu as un utilisateur qui est viewer sur tel périmètre. Euh, Où est-ce que tu le définis en fait au niveau applicatif ou peut-être à un autre niveau? bah, moi, dans mon cas, tout simplement, j'ai dit, j'ai pris mon métier. J'ai focus sur mon métier. Donc, j'étais sur la partie developer engagement et je veux gérer des audiences différentes. Donc, quand je suis sur un marketplace, un dev portal, qu'est-ce que je fais? Je veux souscrire à des API. J'ai besoin d'un groupe spécial, des gens qui vont pouvoir affecter, créer des permissions sur les API, etc. Donc, c'est ça ce que j'ai modélisé. Pouvoir assigner une permission, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir écrire sur certaines choses, définir des groupes. Donc ça, c'est par rapport à mon contexte, mais c'est au millimètre près. C'est ce que je fais d'un point de vue consumer, c'est l'expérience que je rends, c'est ça qui m'a servi à modéliser. Donc comment j'accède à mon système, comment j'interagis avec mon système, et quel type de access control j'ai besoin d'implémenter. Et ça, c'est ce qui va permettre de définir le modèle, en fait. Une Ça petite répond à ta question, question. Ayman, ou Ayman, ça répond à ta Ayman, on a question? C'est perdu. bon? Ouais. Ok, super. Khaled, tu voulais intervenir? Je crois qu'il a été déconnecté. Ah, ok. J'ai vu. En tout cas, merci Youssef. C'était un excellent sujet présenté par un Bravo excellent Youssef, gars. super Bravo. sujet. C'est Merci très Youssef, intéressant. franchement c'était super Ouais. intéressant. On a appris Merci plein de beaucoup, trucs. Votre Youssef. présence. Toujours aussi brillant que d'hab. Ah oui, c'est clair. Merci. Bravo monsieur. Bravo. Bravo. Merci. Ah, c'est un plaisir. Et à la prochaine. Allez, Pour, salut. pour la session, il est enregistré, mais pour les exemples, est-ce qu'il y a un guide où on peut avoir l'exemple ou pas? Je vais voir comment je peux partager déjà les slides avec vous, la vidéo. Et oui, oui, pour les exemples. En fait, l'exemple, c'est un fichier, Un fichier plat. le DSL. C'est le DSL que je peux vous donner. D'accord. Et pour l'API? La L'API, solution. l'API, elle est définie c'est l'API de OpenFGR, elle est documentée. D'accord. L'API, Ok. non, de Je, OpenFGR. je voulais poser une question et Merci. ma connexion est tombée. Comme Trop par tard, on hasard. a fini. Tu attendras la Merci, prochaine boss. session. Vas-y, pose. Vas-y, Vas-y, Khaled. Khaled, vas-y. C'est une question un peu. C'est juste par rapport, en fait, dans les cas où les gens qui gèrent par attribute, c'est-à-dire, mettons, j'ai un employeur ou j'ai des champs que je veux quelqu'un le voir, l'autre le voit pas. C'est Est-ce possible. que C'est possible on peut faire la même chose, la gestion via attribut par OpenFGR. Donc, c'est une feature qui est disponible dans OpenFGR. comment le faire? C'est-à-dire, tu sors de l'objet, tu vas aller vers Il y a une l'attribut. syntaxe particulière sur l'objet, comme ce que j'ai pu faire tout à l'heure avec un dièse pour accéder à une relation définie sur un autre objet. De la même façon, on va pouvoir on va pouvoir exprimer des relations un peu dynamiques sur des attributs. Sur un attribut, type par exemple, je sais pas, le salaire En de fait, l'employé que je veux c'est pas que ça, c'est quelqu'un ça. d'autre le voit ou quelque chose comme ça. En fait, c'est une feature de OpenFGA de pouvoir faire le même modèle ABAC, donc attribute, de pouvoir l'implémenter avec du reback.
Donc, il y a une astuce, donc c'est plus dans la syntaxe du DSL où tu vas pouvoir aller exprimer ça. J'ai pas joué avec, mais c'est dispo. Ok. Thank you, amigos. Bravo, merci. C'était très bien. Merci les gars. J'ai bien. Merci, super. Merci Youssef. Ah, je vous en prie. Allez. À bientôt. À bientôt les gars. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Encore merci. Salut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.